Bienvenue Hakim, Merci de ça l'invitation. me fait très plaisir que tu sois parmi les premiers invités Tawana. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Hakim, c'est quelqu'un qui a bien roulé sa bosse, si on peut dire. J'ai fait quelques entreprises, Tu as on fait va quelques dire. petits trucs. Ah, dans le monde du travail, comment tu as fait pas mal d'entreprises. Quelques petites. Il y a une sacrée expérience. Je sais pas. Quand tu as quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans, 30 ans, là, c'est... Mazel. J'ai encore un peu. On a 10 ans. Non, Ça. Mazel. Non, je suis à 17, 18 ans. 18 ans. aujourd'hui. Ah, là, Ibarak. 2006, où j'ai rejoint une grande entreprise qui était la Sonalgaz à l'époque. Ouais. Ah, t'as commencé la Sonalgaz. J'ai commencé à la Sonalgaz, j'ai commencé en tant que chargé d'études. Simple. Je sortais de l'université, je suis parti en France pour essayer de continuer mes études. Ensuite, la vie a fait que j'ai dû revenir. Et en 2006, j'ai rejoint la Sonalgaz. En tant que chargé d'études, contrôle de gestion, tranquille. Retour au Bercail. Oui, retour au Bercail et la vie professionnelle, on s'imagine beaucoup de choses et finalement, on se rend compte que ce n'est pas aussi gai Oui. que ce qu'on imaginait dans notre jeunesse. Pas joyeux tous les jours. Oui, après, ça dépend comment est-ce qu'on entame notre carrière. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui ont eu un peu plus de chance peut-être, où ils ont eu la chance de rentrer dans des entreprises qui prenaient en charge les nouvelles recrues, et des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et qui les encadraient, qui les formaient, qui les faisaient progresser. Il y a des entreprises où on vous jette dans le truc et on vous dit allez, débrouillez-vous. C'est vrai. Et essayez Débrouille-toi. d'apporter. Ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. c'est assez bon, il y a du bon partout. C'est bien parce qu'on va apprendre à nager un peu seul et essayer de se créer un petit... Petit nid. d'essayer de se créer un petit réseau pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, il y avait un peu... Moi, ce qui m'a un peu... la Sonalgaz, ce qui m'a un peu frappé, c'était le choc des générations. Oui. En fait, il y a eu vraiment un rejet parce que nous, on est rentré en masse. Les nouveaux licenciés, nouveaux ingénieurs, on est rentré en masse. En 2006, c'était vraiment... on était nombreux à rentrer à la Sonalgaz et donc il y avait vraiment un choc. On le ressentait. Les générations précédentes, oui, tout le monde. c'était un choc, c'était un refus. C'est quoi ce jeune qui vient et, qui est devenu un chargé d'études tout de suite, qui est Il a Valina. alors que ça n'a pas vraiment chargé d'études. Ça veut dire, c'est pas. Ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire rien du tout. C'est pas. Et on a toujours peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça. On a peur du changement. On se dit ils vont se prendre pour nos nouveaux responsables parce que on accédait. C'est vrai qu'on accédait un peu plus facilement au poste de responsabilité qu'eux. Parce que on avait le diplôme qui faisait qu'eux, mais Il y avait moins de gens, Tani. oui. Il y avait beaucoup moins de gens. Oui. Après, à l'époque, Sonalgaz, je pense que ils ont appris plus ils ont eu des centres de formation dédiés. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est plus eux qui ont formé. Et finalement, ils ont une très bonne formation. C'est une très très belle école. Hein. Oui, j'imagine. Je ne peux dire que du bien de la Sonalgaz. Franchement, j'ai beaucoup appris. Je dis, la seule chose qui m'a un peu frappé, c'était le choc générationnel qui était un peu... Et je pense que la Sonalgaz, là, elle aurait dû prendre un peu plus le temps de nous... Et je pense que ça se passe partout, Hedi. De nous Je pense que ça se accompagner. passe partout dans le monde qui marque. Certainement. Mais après, c'est une très très belle école. Franchement, on a appris beaucoup de choses. Franchement, c'est une très belle école. C'est pas quelque chose que je regrette. Au contraire, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a fait aujourd'hui là où je suis. Donc, c'est quand même. Tu sais, je pense que le gap générationnel, il est d'autant plus vrai actuellement. C'est-à-dire les jeunes qui ont mis en entreprise, ce que tu as ressenti à ton époque. Ils le ressentent encore plus, je dirais. Tu vois, parce que avec tout ce qui s'est passé les dernières années, c'est-à-dire les dernières générations, les Rametalo, ils ont un monde totalement différent de ce que tu as connu, de ce que j'ai connu. Oui, certainement. Et surtout avec les nouvelles technologies, c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc, la génération, on va dire, sortante, presque retraitée, mais elle ne maîtrise pas. Mais elle n'a aucune idée de ce qui se passe, surtout qu'ils ne s'informent pas. Mais après, est-ce que ça, c'est la faute à la personne ou c'est à la faute à l'entreprise qui ne progresse pas avec son environnement extérieur? Donc, c'est-à-dire qu'elle n'encadre pas assez Donc là aussi, il y a quand même le rôle de l'entreprise. Il faut pas le nier. C'est vrai que nous, on est là pour apprendre tout seul, essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais l'entreprise, elle est quand même impliquée là-dedans. C'est à elle aussi de pousser les gens vers les nouvelles technologies. C'est important. Sinon, on est vite dépassé. C'est à elle d'encadrer, tout simplement. Il faut qu'elle encadre. Mais après, la chose qui me Nous, quand moi j'ai fait mon entretien pour accéder à cette... on ne parlait pas de salaire. Vous
C'est-à-dire on cherchait pas à savoir combien est-ce qu'on allait toucher. C'est vrai. Or, aujourd'hui, la première question, c'est combien vous allez me donner. C'est vrai. Et lui, il se juge automatiquement en disant ah non, c'est pas assez. C'est-à-dire que dans sa tête, il a un montant, il a un forfait. C'est les 50 000 mais ça aussi, je pense que c'est plus un souci de pouvoir d'achat, de conjoncture actuelle, plutôt que de le salaire, c'est normal parce qu'il essaie de vivre avec. Mais avant, je pense que c'était plus je dois acquérir de l'expérience. D'accord, mais qu'est-ce qui va. Même à l'époque, on avait besoin de manger et de boire. Ouais, c'est sûr. Ça, les salaires étaient à peu près égaux. Non, moi je suis rentré en tant que chargé d'études à 25 000 dinars. 25 000 dinars, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait faire? 25 000 dinars, qu'est-ce qu'on faisait? Je finissais mes mois très difficilement. Ah oui. Bien sûr, j'empruntais de chez mes parents. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une réalité. Je ne vais pas mentir. C'est-à-dire, je ne peux pas le cacher. Pourtant, on était les deux à travailler. Hein. Mais c'était un autre objectif. Salaire, on n'a apporté rien à l'entreprise. Ouais, c'est l'entreprise qui nous apportait au départ. Moi, je n'avais aucune expérience. Donc, qu'est-ce que j'allais apporter à l'entreprise? Quoi? En fait, c'était elle qui était en train d'investir en moi pour me former, pour que demain, je puisse lui apporter. Mais au départ, qu'est-ce que j'avais apporté? Ce que j'ai appris au cours de... Tu sais, je pense que c'est sur le banc pas tant le pouvoir d'achat ou ce que tu dois acheter qui va définir le salaire ou là. Mais je pense que c'est plutôt la culture d'entreprise qui elle est en train de disparaître. Non, il n'y a pas cet esprit d'appartenance. Et on devient frivole. C'est vrai. Exactement. Dès que vous me donnez 5 000 dinars de plus, allez, j'y vais. C'est vrai. Donc, il n'y a pas cet esprit d'appartenance. Et ça, c'est quand même assez... Donc c'est plus la faute à l'entreprise, plutôt qu'à la personne. Alors, on est les deux un peu coupables. Ouais. C'est ça. En fait, c'est les deux parties qui sont... Je pense que les personnes, c'est juste s'adaptent à un milieu. L'entreprise, elle est censée adapter les gens. Parce que, tu sais, des chefs d'entreprise, ils disent j'arrive pas à trouver des gens qui sont motivés, qui sont sérieux, qui ont de la compétence. Enfin, compétence, tu peux trouver. Moi, je dis... les valeurs. Parce que la compétence, elle s'acquiert. D'accord. Oui. Mais les valeurs ne s'acquièrent pas. C'est vrai. Les valeurs, on les a pas. Là, c'est fini. On est formaté. Ça, c'est vrai. Là, il y a une éducation derrière. Donc, si la personne a des valeurs qui conviennent à l'entreprise, automatiquement, la formation et l'expérience, elle s'acquiert. Dit avec le temps. On va former, on va investir sur la personne parce qu'elle a des valeurs qu'on partage. C'est vrai. Mais si elle n'a... Aujourd'hui, quand on recrute des personnes, alors, ils nous montrent un visage et quand ils commencent à travailler, on voit un autre visage. Tout de suite, c'est augmentation de salaire, tout de suite, c'est chantage, tout de suite, je maîtrise le système. Donc, tout à fait. Alors que c'est nous qui l'avons formé, qui avons investi en lui, mais tout de suite, c'est moi qui maîtrise, sans moi, vous faites rien. Et ça devient aujourd'hui monnaie courante. Et on a beaucoup de mal à recruter. Je suis dans une entreprise, très sincèrement, qui m'est chère, et depuis des années, bien avant que je l'intègre. D'accord. Je respecte les dirigeants et ceux qui l'ont fondé, bien avant que je l'intègre. Et quand je l'ai intégré, ça n'a fait que renforcer l'image que j'avais d'eux. Parce que c'est des bâtisseurs, c'est des personnes qui cherchent toujours à l'amélioration continue, à investir sur la personne. Et oui, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes de ton temps, tu me donnes de ta disponibilité. Donc l'entreprise, elle a un grand rôle. Bien sûr. L'entreprise, c'est la base. C'est 80%. C'est 80%, c'est ça. Que 20%. C'est ça. Mais après, est-ce que nous, on a cette capacité aussi de le reconnaître? Non, on considère que c'est nous qui faisons l'entreprise qu'elle est. Or, l'entreprise, elle existe, c'est une machine qui tourne. Soit on rentre dans le truc ou elle nous éjecte d'une manière automatique. On est de plus en plus nombriliste. C'est pour nous, c'est un homme, il radine gifle l'entreprise. Un aller radine khadma, un radine tallah. Sans moi, elle coule. C'est ça. Alors qu'on oublie l'entreprise en question, elle a une historique, elle a des origines, il y a des gens qui l'ont bâti, comme tu l'as dit, Théa. Il faut respecter ça déjà. Bien sûr. Tu passes à l'étape, je peux apporter un plus à l'entreprise. Et ensuite, c'est aussi l'étape de ma valorisation, parce que si j'apporte quelque chose, il faut que l'entreprise me le rende. Bien sûr. Et donc, c'est là où l'entreprise a un rôle à jouer. C'est de montrer à la personne qui apporte et qui nous accompagne dans notre progression, dans notre évolution, on lui dit, nous aussi, on est là pour vous accompagner dans l'amélioration de votre vie au quotidien. C'est une sorte de gagnant-gagnant. Mais je pense que les mentalités je pense que le Covid, il a beaucoup chamboulé la mentalité. Parce que j'ai l'impression que les gens ils n'étaient pas indispensables à l'entreprise. Bien sûr. Pendant un an, l'entreprise heureusement. C'est ça. Et je dirais même,
c'est ce qu'il faut. Oui. Il faut que l'organisation puisse continuer, même sans nous. Parce que ça veut dire qu'on aura échoué. Si moi je pars, l'entreprise, elle n'arrive plus à suivre, ça veut dire que j'ai échoué dans ce que j'ai apporté. Je n'ai pas su mettre en place une organisation, je n'ai pas su mettre en place un fonctionnement qui permette à cette entreprise de vivre. Même. On ne doit pas être indispensable. Il ne faut pas qu'on soit indispensable. Au contraire, on doit faire que l'organisation, que le système le soit. Nous sommes que... on va dire... on est passager. Bien sûr. Il faut voir la pérennité de l'entreprise. J'ai pas la même vision que Nta. Pour moi, quelqu'un qui se rend indispensable dans une entreprise, c'est vrai qu'il va être valorisé. Je suppose qu'il y aura des de salaire. Je suppose que... Mais, c'est-à-dire, tant que l'entreprise reconnaît la personne ou le talent ou la talent, c'est vrai qu'il n'est pas indispensable. S'il se rend assez indispensable, je pense qu'il va rajouter une valeur ajoutée à l'entreprise. Je comprends comment vous avez pris la chose. Non, ce n'est pas dans ce sens où la personne est indispensable. La personne qui apporte une valeur ajoutée, on doit la maintenir, on doit la préserver, on doit la garder, on doit l'encourager, la former et continuer à la faire progresser, même avec le salaire ou même ou autre avantage. Ce n'est pas dans ce contexte-là que je le dis. Je dis qu'une organisation ne doit pas tenir à une personne. Oh oui, ça c'est sûr. Je dis que cette personne-là, oui, ça existe. Et c'est pas bon. Parce que lorsque la personne disparaît, l'entreprise... C'est bon. Elle coule. Ou le burn-out. Et ça, c'est pas bon. C'est tout à fait vrai. Je dis que la personne qui apporte une valeur ajoutée, elle doit permettre à l'entreprise de fonctionner même quand elle n'est pas là. Oui. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée. C'est quand je suis absent et que l'entreprise fonctionne normalement, voire même mieux. Ça veut dire que j'ai laissé une empreinte. Non, j'ai laissé une organisation qui fonctionne. Elle ne va pas disparaître parce que j'ai disparu, parce que la personne qui l'a fondée a disparu. Et c'est important. Pour moi, c'est ça un vrai manager ou un vrai leader. Je ne sais pas comment on peut... dans ce contexte-là, c'est ça un vrai leader. Mais ce qui se passe souvent, quelqu'un qui se rend indispensable, ce qui se passe souvent dans l'entreprise, c'est que il y a un galetage qui existe. Oui. Donc, tellement il est efficace, tellement il est fiable, tellement qu'il y a un galetage. Et bien sûr, il y aura toujours les satellites, les de Doro, mais dire l'entreprise. Mais du coup, il dit tiens, rani dire quelque chose, rani décide un effort m'andi, on résout les tâches. Où il n'y a pas en contrepartie une valorisation, que ce soit pécuniaire ou la. Beaucoup le pensent. Et du coup, tu sais, c'est paradoxal parce que d'un côté, tu as des chefs d'entreprise, on n'arrive pas à trouver des gens qui s'appliquent à l'entreprise, qui veulent développer l'entreprise. Oui. Et de l'autre, on trouve des gens, des salariés, ils se donnent à fond et ils ne sont pas valorisés par leur manager. Alors, là aussi, c'est un débat de fond. Est-ce qu'on attend... Est-ce que les deux ne se trouvent pas? Je vais répondre d'une autre manière. Je vais essayer d'expliquer ma vision, qui est la mienne, qui est propre à moi-même, mais ça n'engage que moi-même. Je n'attends pas de la personne ou de l'entreprise qu'elle me valorise. À partir du moment où j'ai signé avec elle un contrat, où dans mon contrat, il est stipulé clairement que je me suis engagé avec elle pour apporter telle et telle et telle action, j'ai signé un contrat. Donc, dans ce contrat, à partir du moment où elle me verse mon salaire dans le temps, elle me donne ce qui est écrit sur le contrat, je n'ai pas à lui dire il faut que tu me valorises de plus ou pas. C'est une négociation qui peut venir par la suite, bien sûr. C'est ça. Pas de problème. Mais je n'ai pas à la prendre en otage en lui disant oui, c'est moi qui t'apporte, ou là je travaille plus que les autres, donc tu dois me payer plus que les autres. J'ai signé un contrat, je travaille. Point barre. Pour moi, c'est ça. Je ne vais pas dire oui, pourquoi lui il touche plus que moi, pourquoi. J'ai accepté ce salaire. Exactement. Pour les tâches qui ont été définies. C'est ça. Bien sûr. Après, si j'apporte un plus, l'entreprise va le voir. Elle veut me valoriser, tant mieux. Elle ne veut pas me valoriser, c'est pour moi. C'est pas pour elle. Après, c'est pour moi. Il faut être un peu égoïste aussi. C'est pour moi, c'est pas pour elle. Mais qui dit l'entreprise, tu auras telle tâche et telle tâche à faire dorénavant. Qui c'est qui est le plus gagnant dans ça? Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est moi en tant que personne? Si c'est une tâche ingrate, je pense que... Aucune tâche n'est ingrate. À mon sens, aucune tâche. Toutes les tâches, on apprend. C'est vrai. En fait, en voyant d'un certain côté, tu vas toujours apprendre des tâches qui radiateurs. J'imagine. Mais en tant, j'allais dire algérien, mais en tant qu'humain, دائما عندك هذيك لا بونسي اون arrière plan بصح انا زدت وليت ندير هذه وهذه بصح ما زادونيش في الدراهم. Mais c'est ça. C'est comment est-ce qu'on valorise ce salaire? Comment est-ce que je peux moi valoriser mon salaire? Est-ce que le salaire que je touche aujourd'hui, il est bien ou pas? C'est quoi?
comment est-ce que je peux dire à l'entreprise, vous ne me payez pas assez ou là, vous me payez... C'est un consensus, je pense, global. C'est-à-dire le statut TAC. Comment on le On définit? va dire un comptable, par exemple. Oui. Le consensus global, c'est que les comptables, entre temps et temps, par exemple. Si je suis un bon comptable, je suis plus vers le plafond que vers le... Qu'est-ce qui fait? C'est pas à définir, je suis d'accord. Ce qui définit ça, je pense, c'est les années d'expérience. Parce On que va prendre... quand tu vois un CV qui est rempli, tu vas plus valoriser da la da. Qu'est-ce que ça veut Ça, dire, s'il est un CV? rempli avec n'importe quoi, alors que tu es comptable. C'est de l'expérience quand même. S'il est incompétent dans son domaine. Ouais. Il peut être expérimenté. S'il est incompétent. peintre, architecte. Oui. Il peut avoir 20 ans d'expérience, mais incompétent. Mais tu vas valoriser quand même avec l'expérience. Je valorise qu'est-ce qu'il va m'apporter. Mais tu peux pas savoir ce qu'il va t'apporter. On va le tester. C'est sur le terrain que tu vas le savoir. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation gagnant-gagnant. Écoute, moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne te connais pas. Je parle d'une... Bien sûr. Je te tutoie, mais bon. Alors, on va dire, vous êtes... je ne vous connais pas en tant que comptable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. OK, je vois que vous avez un CV, vous avez 20 ans d'expérience. OK. Nous, notre barème, c'est tant. Mais moi, je m'engage avec vous. Si demain, sur la période d'essai, les 6 mois, une année en règle générale, on fait toujours 1 an parce que voilà, on se dit les 6 mois, c'est... Des fois, ils se donnent à fond, après les 6 mois. Donc, on se dit, allez, une année, ce qui se fait d'une manière générale. Et au bout d'une année, on voit que l'ensemble des résultats ont été atteints. Et que vous avez même peut-être dépassé et vous avez démontré votre vraie valeur ajoutée. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne se commente pas. Au contraire, ça serait malhonnête, déjà de ma part, parce que je vous aurais, on va dire, utilisé ou exploité. Et de l'autre côté, je vais perdre une ressource qui m'est importante. Exactement. Pourquoi ? Et on l'a vécu, et tu connais même la personne qui était avec nous. Bon, je vais dire juste le nom. Je vois de qui tu parles. Je vais dire juste le prénom. Comme ça, il n'y a pas de... On avait une personne qui est rentrée avec un salaire qui était important. Qui était conséquent. Bien sûr, c'est important. Pas un important. petit salaire. Mais on s'est engagé qu'à partir de l'année, s'il atteignait les objectifs, tout à fait, il serait augmenté automatiquement quand il les a atteints. On l'a même pas laissé le temps de venir négocier avec nous. Il a vu sur sa fiche de paie le nouveau salaire, sans même qu'on lui dise quoi que ce soit. Exactement. Donc, ça, c'est pour moi, c'est ça une entreprise. C'est pour moi, c'est la normalité dans une entreprise. Maintenant, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est une normalité qui se perd, les entreprises algériennes. Il y a d'autres entreprises, ils se disent, allez, tant qu'il dit rien, on continue, je vais essayer de gagner un peu plus. Mais pour moi, c'est pas le bon. Il faudrait que tout le monde réfléchisse comme ça. C'est facile. C'est juste qu'on ne doit pas être égoïste. La société algérienne, il ne faut pas être égoïste. Vraiment un monde idéal. Non, ce n'est pas un monde idéal. Je n'ai pas l'impression que la société algérienne reflète chaque goût. Il y a beaucoup d'entreprises qui valorisent fortement les salariés. Après, oui, il y a d'autres. Il y a des entreprises, mais je suis d'accord avec lui parce que je pense que la plupart, tu vois. Déjà, c'est pour ça que la réputation, le privé, tu vois. C'est parmi les phrases des collègues. Là, je pense que l'histoire de le privé ou le public, je pense que l'Algérien fainéant, l'Algérien fainéant, il veut de l'État parce que pour lui, il n'est pas en train d'enrichir quelqu'un. S'il travaille dans le privé, dans sa tête, un an il fait de l'argent sur mon dos. Même l'Algérien fainéant. C'est pour ça qu'il y a poste à Idara, Riyah, ou Assas, ou la sécurité. Je pense que c'est pour ça qu'ils regardent le public plutôt que ils brûlent le public plutôt que le privé. Et surtout, le point je pense de base, c'est que dans la culture générale de l'Algérien, c'est que le public mais regarde à vie. C'est une sorte de protection. Regarde à vie. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux secteurs. Oui. J'ai fait l'étatique, j'ai fait le privé, j'ai fait le multinational. Oui. Alors, effectivement, quand on discute avec le personnel d'une entreprise étatique, c'est assez complexe. Oui. C'est assez complexe parce qu'ils ont une compréhension de l'entreprise qui n'est pas la même chez le privé. Ouais. Le privé, lui, c'est le résultat, rentabilité, efficience. Oui. L'étatique, la prise de décision est un peu plus longue, non pas parce que c'est une entreprise différente, elle a les mêmes enjeux, elle veut la même chose, elle cherche la même chose, sauf qu'elle a mis en place des process et des procédés et des procédures qui font que ça alourdisse un peu la prise de décision. Ouais. C'est-à-dire pour prendre la décision, il faut passer par plusieurs étapes et ensuite prendre la décision. Ce qui
permet pas d'être réactif. Et ensuite, on est dans une logique où, entre guillemets, on a un peu, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si on se trompe, automatiquement, on risque beaucoup de choses. On risque le poste. Alors que la prise de décision, c'est prendre le risque de se tromper. Vous comprenez ? Et ça a été, je n'ai pas envie de parler d'un peu, mais c'est aujourd'hui la grosse problématique au niveau des entreprises étatiques. C'est cela, c'est que on prend la décision, on a peur de se tromper et hop. Donc personne ne prend de décision. C'est assez. C'est à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant. C'est assez vrai, mais tout le monde fait attention à son poste. Il y a pas attention à son poste, parce que à la rigueur il va partir ailleurs. C'est pas. Ouais, non, je veux dire. Je parle moi des cadres dirigeants. Je parle pas des salariés. Je parle des postes par lesquels je suis passé. Ouais. Quand on est directeur régional ou directeur général d'une entreprise, c'est pas facile tous les jours. Il faut pas le croire. Il faut pas penser qu'on est dans notre tour d'ivoire où ça coule douce, c'est compliqué. C'est très complexe. C'est très complexe parce qu'on a affaire à un environnement externe et interne. L'externe est beaucoup plus complexe que l'interne. L'interne, c'est une relation avec le personnel, il y a le syndicat, et on discute, on essaie de trouver des solutions. Après, il y a une réalité économique qui fait que l'entreprise, elle peut ou elle peut pas. Et ensuite, il y a l'environnement extérieur qui pousse vers d'autres pratiques. Et donc, on se retrouve un peu à être entre marteau et l'enclume. C'est assez complexe. Je ne vais pas le cacher. Mais je dis que l'école, c'est l'entreprise étatique. L'école, c'est l'entreprise étatique. L'école, c'est l'entreprise étatique. Parce qu'elle nous apprend, à se maîtriser, à garder son sang-froid, parce que parfois... Voilà, on est dans une... Oui, parce qu'on a quand même le sang chaud, on ne va pas se mentir. Donc, elle nous apprend la patience, elle nous apprend de prendre du recul, de la hauteur, d'essayer de cohabiter avec l'ensemble des personnes, d'essayer de comprendre l'autre. Ensuite, de comprendre ce que ça veut dire. Chacun de nous a raison dans sa logique, parce qu'il y a cette réalité aussi. Donc, vous avez une façon de réfléchir, vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Et donc, il faut accepter que chacun de nous a raison dans sa logique. Et donc, à travers là, on peut essayer de négocier, de trouver des solutions. Mais sincèrement, c'est pas facile tous les jours. Oui, j'imagine. C'est pas facile tous les jours. Tu gères des mentalités différentes. Chacun a sa mentalité, chacun a sa façon de voir. Le social aujourd'hui, moi personnellement, je pense qu'il faut vraiment l'arrêter. Je trouve que... Alors, il a du bon. Il a du bon parce qu'il faut être humain. Il faut être humain, mais à un moment donné, pas au détriment de l'entreprise. Pas au détriment de l'entreprise. Parce que sacrifier une personne pour maintenir 80, je préfère sacrifier la personne. C'est plus pragmatique. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qui va nous différencier des grosses entreprises, des multinationales américaines, canadiennes, françaises, etc. C'est devenu tellement une machinerie. Les rouages, c'est des lampes. Oui. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de... L'être humain, dans tout ça, l'équation. Oui, il y a des procédures. La multinationale, c'est cartésien, c'est carré. C'est ça. Tu n'es pas efficace, tu n'es pas efficace, on sort. Mais c'est une réalité. Après, on peut ne pas être efficace, on va se dire, OK, il y a quand même quelque chose, on va l'aider à être efficace. Comment ? Par la formation. Mais si la personne n'est toujours pas efficace, pourquoi est-ce que je vais demander à une organisation de prendre cette personne-là qui n'est pas efficace et de la prendre en charge ? C'est une charge, il ne faut pas... Un pharmacien, j'ai fait l'inventaire de ChatGPT. Normalement, l'inventaire, il dirait pendant 2 jours ou 3 jours. Non, maintenant, il y a même des façons de faire l'inventaire où on n'a même pas besoin de... c'est sûr. La RFID. Mais même pas. Hada, il a pris une photo. Il a pris une photo de chez Andah comme boîte. Il lui a dit il a calculé le nombre de boîtes, directement le total. À partir de la photo, il a fait le truc. Du coup, si j'ai quelque chose que je fais pendant 2 jours, je peux le faire en une seconde. Mais est-ce qu'il lui donne même le nom, le médicament et tout ? Oui. La photo, elle était assez, on va dire, de haute qualité. Savoir le mur les médicaments, les trucs, on pouvait, si on zoomait, on peut voir le nom. C'est bien. Il y a tant de boîtes de ça, il y a tant de boîtes de ça. Faire le boulot en 2 jours. Moi, on peut le faire aujourd'hui allez, on va dire 30 minutes. Oui, c'est ça. Faire l'inventaire, on le fait en 30 minutes. Avec le RFID, c'est ça, on va dire ça. On va dire 30 minutes. 30 minutes et 3 minutes. Oui. Ça reste quand même un gap de... Donc pourquoi s'en priver ? Moi, je suis d'accord. Je dis pas le contraire. D'accord. Oui. Jusque moi, j'ai jamais. Il faut s'y mettre en fait. C'est une habitude d'utilisation, tu sais.
Même l'étranger, il commence à l'appliquer dans l'entreprise. Ça fait gagner du temps en productivité aussi. Alors, nos collègues, enfin mes collègues et mes collaborateurs, tout ce qui est informatique, tout ce qui... eux l'utilisent tout le temps. L'utilisent, j'imagine. Moi, non, sincèrement, non. J'ai un ami qui a reçu un mail. Il a compris que c'était écrit avec ChatGPT. Du coup, il a répondu avec ChatGPT. Et à la fin, ChatGPT, tu as avec ChatGPT ou maman. Ah, donc c'est tout le monde qui l'utilise à la belle. Moi, non, franchement. Et généralement, quand tu utilises ChatGPT ou là d'autres systèmes de IA, tu arrives à détecter qu'ils l'utilisent, tu vois. Pour l'instant. Oui, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que qu'il y a des robots, des IA, les géobots par commentaire sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. C'est des bots. Ouais, c'est des bots, c'est totalement des bots. C'est des gens derrière qui leur disent voilà quoi écrire. Et ça alimente des débats qui n'en finissent pas, tu vois. Par exemple, tu t'énerves, tu dis qui a dit là, les Marocains, alors qu'il a dit là. Alors qu'en fait, c'est un robot qui t'a répondu et tu es en train de te battre avec un robot. Mais les Algériens, les génies, ils sont sanguins. Et des gens utilisent ça pour de l'ingérence entre pays. Bien sûr, ça existe aujourd'hui. Et dernièrement, ils ont trouvé une petite faille. Pour détecter qu'en fait la personne avec qui tu parles, les commentaires, c'est un robot, c'est une IA. Et que là, donner la recette de la tarte aux poires, par exemple. Et en fait, ça va avoir pour effet que l'IA a dit oui, bien sûr, voici la recette de la tarte aux poires. Alors que juste avant, il était en train de débattre avec toi sur un sujet totalement différent. C'est des petites astuces que tu peux permettre de savoir. Oui, mais ça devient de plus en plus difficile. La grand-mère qui est sur son téléphone, jamais elle est en train de débattre avec un bot et puis c'est tout. Ah, mais dis-toi que c'est quotidien, Hadé. C'est certain. Peut-être même moi, j'ai dû débattre avec un... Ça se peut fortement. Certainement. Hein. Mais voilà, après, je dis qu'il faut vivre avec son temps, c'est tout. Ouais. Il faut vivre avec son temps. Est-ce que tu imagines que si je te dis, par exemple, d'ici 10 ans, tes fils, ils vont avoir un robot comme compagnie, possible. Et il va leur répondre, il va faire, par exemple, des trucs à leur place. Oui, certainement. Et quand je vois mes enfants avec leur PC, leur truc, là, comment est-ce qu'ils utilisent, je me dis, non, on n'avait pas ça, on ne connaissait pas ça. C'est la même chose qu'avec les grands-parents, ils chauffent au téléphone ou l'ordinateur pour la première fois. L'ordinateur, qu'est-ce que tu trouves de... J'ai regardé il dit l'ordinateur Gahiata. Alors que lui, il trouve son compte. C'est ça, il trouve son compte. Mais nous, on ne comprend pas. Mais le gap, je pense qu'à les idées de plus en plus, parce le que gap, c'est exponentiel. C'est vraiment exponentiel. Parce que ça part en exponentiel. Quand j'entends mes enfants parler, je me dis, où est-ce qu'ils apprennent tout ça? À leur âge, même l'anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'anglais pour eux, c'est leur deuxième langue. Le français, ça parce que nous, on le parle. Donc, ok, ils le parlent depuis leur jeune. Mais l'anglais, oui, t'allemand. Mais l'anglais, oui. C'est ça. Il parle anglais. C'est les jeux, Oui, c'est parce qu'il me dit, sur Numinique, je joue avec Flan qui habite à Londres, je joue avec Flan qui habite aux États-Unis, l'autre à Cuba. Et donc, on doit discuter en anglais. Donc, il parle avec lui, il lui écrit en anglais, il répond en anglais. Il s'adapte. Avant que nos parents, les grands-parents, que nous khafou parce que il chauffe par exemple, quand tu aimes la télé, il y a des trucs nouveaux, des mangas, des hadiths sur l'hachted. Oui. Tu as peur et tu te dis pourquoi mon gosse il est en train de jouer à ça ou là, alors qu'il y a des trucs qui vraiment ça peut aider l'enfant à se développer. Je cite le jeu Minecraft. Minecraft, c'est des gens qui connaissaient pas ce que c'était, ils voyaient leur gosse jouer et tout. Et j'encourage à dire parce que ça t'aide à développer la créativité, la logique, c'est vraiment des jeux. Des maisons, construire des villes. C'est tout à fait ça. Même ça te permet d'apprendre l'anglais, ça te permet de te divertir, d'avoir un social hub, on va dire, avec des gens du monde entier. Ça, c'est énorme. Mais écoute, je me rappelle que de avec le jeu les Sims. Et il y avait une partie de jeu où il fallait construire une maison avec une toiture, aménager. Mine de rien, ça m'a beaucoup encouragé à faire l'architecture. Oui, et tu sais, ça te permettait aussi d'avoir une carrière professionnelle dans le jeu. Dans le jeu, exactement. Parce qu'en fait, le personnage tag, tu allais il fait une entreprise, tu avais un salaire, il fallait acheter de l'électroménager, des meubles. Il fallait trouver comment gagner de l'argent. Après, il me dit, j'ai pas assez. Je les entends. C'est plus un jeu, c'est ludique, c'est l'entreprise de manière ludique. Exactement. Donc, ils apprennent quand même à gérer. Donc, c'est pas les jeux qui sont... Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il faut surveiller. Je dis, il faut surveiller, il faut donner un cadre. Pendant les cours, et le week-end, tu as le droit... Mais il faut donner un rythme. C'est difficile, c'est se battre, mais il faut donner un rythme. Encore une fois, c'est de l'éducation. Parce que la plupart, non. On va dire une bonne partie des parents algériens,
c'est des gens qui n'ont pas reçu ce genre de قالها كهنيني. قالها كنيني. c'est ça. Exactement. قالها كنيني ولا il s'y connaît pas du tout pour lui راه يلعب. C'est comme si راه يلعب برا بيتشاك ولا n'importe quoi. راه يلعب au moins راه قدامه par sécurité راه قدامي. Mais en vrai ce qu'ils sont en train de voir ça c'est ça. notre débat. Ah oui. Est-ce que اليوم Théa, tu conseillerais aux jeunes étudiants, là, par exemple ceux qui veulent avoir une carrière, d'aller à l'étranger, de faire leurs études, ou là, d'avoir une expérience et de revenir? Parce que بكري كانت عندنا هذه تاع نبعث ولدي ولا بنتي تروح à l'étranger en France dire ses études et tout et tout. Mais actuellement le climat اللي راح عندهم ça n'a rien à voir avec avant. Donc c'est stressant. On connaît pas mal de monde, ils sont partis à l'étranger, ils ont fait leurs études et tout. Pour la plupart, ils sont revenus. C'est insupportable de rester. Il y a trop de concurrence. Et la vie est chère, elle est difficile. Ouais. Et c'est pas comme, par exemple, les années 80, 90, même jusqu'à 2000. Quand tu partais à l'étranger faire tes études, tu revenais, tu avais des idées. C'était plus facile de faire des études à l'étranger déjà. C'était plus accessible qu'actuellement. Après, il y avait beaucoup de bourses aussi. Les bourses étatiques, elles ont beaucoup contribué à ça. Parce que Irslek, littéralement. Est-ce que tu penses que c'est juste les bourses liées? Ça jouait beaucoup. Parce que Darouk, il râle par ses propres moyens. Et vu le taux de devise étrangère, il ne peut pas se permettre d'y yakara ou d'y en même temps pour un ménage algérien normal. Mais avant, je pense, surtout à la génération Takoum, il y avait beaucoup de bourses. Les roh l'Angleterre, les roh les États-Unis, les roh la Russie. Et c'était tout frais payé, le truc. C'est vrai, ça tardait à venir la bourse, mais apparemment. Et Hado, la plupart, ils avaient un contrat avec l'État, comme quoi, qui te rara. يكمل يعاود. عندك تولي وعندك le poste تاعك واجد. Oui. Il y a beaucoup Pendant qui 10 revenaient ans. pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais envoyer à tes enfants pour Oui. des études? Oui. Est-ce que tu leur conseillerais de faire ça? Ah, moi, je leur conseillerais de faire ce qu'ils veulent. Voilà ce que je conseillerais à mes enfants. Mais s'ils me disent on voudrait partir faire nos études en France, ou en Espagne, ou en Angleterre, ou ailleurs, je ne vais pas leur dire non. Je leur dis faites, essayez. Parce que si vous ne savez... En tant que parent, non, parce que c'est leur vie. Ouais. À partir du moment où, à un moment donné, il faut bien couper le cordon. C'est vrai que c'est nos enfants, on voudrait qu'ils restent avec nous. C'est très difficile. Et quand je les vois grandir maintenant, mon fils il a 15 ans, donc je vois que là, c'est-à-dire il commence à déjà prendre sa petite envol, et il commence à vivre sa petite vie. C'est normal et je l'encourage. Je dis que si demain il me dit je veux partir, je lui dirai pas non. Je lui dirai vas-y. Et si je peux t'aider, je t'aiderai. Parce que je considère qu'il doit faire sa propre expérience. S'il doit tomber, il doit tomber. Hadi, ça vient de lui. Mais Oui. est-ce que tu encourages باش يروح من début ou là non? C'est un débat qu'on a à la maison en ce moment. Moi, je pense que oui, c'est utile qu'il parte. D'accord. Il C'est chauffe utile une qu'il expérience. parte pour voir ce qui se passe dans le monde. Après, ma volonté, c'est qu'il revienne. Exploiter ce qu'il a appris. Alors, exploiter ce qu'il a appris ou ouvrir quelque chose. Moi, j'encourage aujourd'hui, et on travaille dans... Mais justement, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'aller à l'étranger pour venir ouvrir quelque chose? Non. Un business là? C'est Non. pas nécessaire. C'est pas nécessaire du tout. C'est pas nécessaire, mais c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs. C'est plus pour l'enrichissement personnel que... Autre chose. C'est bien de voir ce qui se passe ailleurs. C'est important. Donc, pour moi, oui. Ils sont en avance, on ne va pas se mentir. Ils sont en avance. Ils sont en avance. On est un peu en retard. Bon, on est un peu en retard. Aujourd'hui, effectivement, les réseaux et tout font que... Ça comble un petit peu le retard. On peut vite rattraper le retard, très vite même. Mais on est un peu... Donc, voir ce qui se passe ailleurs, c'est bien. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, bien sûr, j'aimerais qu'il revienne ici, qu'il fasse sa propre entreprise, parce que je pense que c'est le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est important. Moi, si c'était à refaire, je pense que j'aurais pris le risque de faire quelque chose tout seul. Je dis les choses parce que à un moment donné, quand on arrive... C'est jamais trop tard. Oui, je suis d'accord. Ça allait te conseiller de dire sa propre entreprise, mais te conseiller de être salarié d'une entreprise. Pour répondre à ta question, qui est pertinente, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je prends plus de recul. Je me dis, j'ai passé 18 ans à travailler dans des entreprises, que ce soit étatiques ou privées. Et au final, en fait, on est rentré dans une sorte de... c'est-à-dire qu'on n'apporte pas notre propre valeur ajoutée. Et donc, peut-être qu'on a des idées, et on ne peut pas les mettre en pratique parce que le contexte ne le permet pas.
Et aller vers l'entrepreneuriat, pour moi, c'est faire ce qu'on veut, quitte à tomber, mais je vais tomber moi. Je ne fais pas faire tomber avec moi tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut aller vers l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est pour moi important de fonder sa propre entreprise. Travailler, bien sûr, on aura toujours besoin de travailleurs, c'est normal. Donc ça, c'est normal, sinon l'entreprise, elle n'existe pas. Donc si on était tous auto-entrepreneurs, à un moment donné, c'est quand même... voilà, comment on va travailler? Il faut bien qu'il y ait des gens pour travailler. Oui. On va engager les robots. Exactement. Mais moi, j'encouragerais mes enfants. Moi, personnellement, après, je vous dis, c'est ma façon de voir. Mes parents ne m'ont pas encouragé à ouvrir quelque chose de seul. J'aurais aimé qu'on me dise, vas-y tout seul, essaye. Tu aurais aimé expérimenter. J'aurais aimé expérimenter. J'aurais aimé, même si je m'étais cassé la gueule, là, parce que aujourd'hui, je me dis, peut-être que je ne suis pas fait pour ouvrir quelque chose seul. Alors, peut-être que c'est un formatage que j'ai eu à travers le nombre d'années. Peut-être qu'au contraire, que si je me lançais tout seul, je vais réussir. Comme je peux confirmer ce que je suis en train de penser en disant, je vais échouer parce que je ne suis pas fait pour travailler seul, je suis fait pour travailler dans une organisation. C'est très compliqué à concevoir. C'est un formatage, en fait. C'est un conditionnement. C'est un conditionnement. C'est ça l'expérience d'un être humain. Oui, et je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est très bien. J'ai eu de la chance d'être tombé dans de très, très bonnes entreprises, avec de très bonnes personnes, où j'ai beaucoup appris. J'ai eu aussi la malchance de tomber avec de très mauvaises personnes, mais qui, au final, ça m'a appris. J'ai appris. Jeanne Darouk, tu conseillé de lancer une entreprise, dans l'absolu, en Algérie, spécialement. De quel genre d'entreprise on a besoin aujourd'hui? De tout. L'Algérie est vierge. De tout. Très sincèrement, de tout. Tout, absolument tout. Tout ce qui vous paraît... Parfait. Tout. Parce que tout va marcher. On a besoin de tout. Et c'est vrai parce qu'on en parlait déjà la dernière fois, Youssef, qu'il y a par exemple, il a créé l'emballage où il fait le poivron avec. C'est-à-dire, ils vendent un poivron qui est conditionné. Tu te dis, pourquoi? À quoi ça sert? Et finalement, ça sert parce que ça va permettre aux personnes de réduire le temps. Exactement. Bien sûr. Il y a de tout. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, c'est les petits repas prêts. Ça n'existe pas chez nous. Encore moins des repas traditionnels. La conserverie n'existe pas. Les repas frais n'existent pas. Les trucs là, les pizzas surgelées, c'est très rare. Donc en fait, c'est un cercle qui est en train d'être. Franchement, on le voit de plus en plus. C'est des engrenages difficiles. Nous aujourd'hui, on cherche à sous-traiter. Alors qu'avant, non, on voulait rien qu'internaliser. C'est vrai. Et on avait cette conviction que internaliser était pour nous plus productif. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas ce service-là à l'extérieur, ou du moins, il n'était pas à la hauteur de notre besoin. Aujourd'hui, on voit que les gens s'améliorent dans le sous-traitance. Bien sûr, ils apportent une réelle valeur ajoutée. D'accord. Parce que je connais plein d'entreprises, le directeur il dit là, un homme ne peut pas la sous-traitance. Parce qu'il a peur. Il a raison. Je vous dis que nous-mêmes, on avait cette démarche au départ. Parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on sous-traite de plus en plus parce que on trouve de la compétence. Il y a de la compétence. Des gens qui sont ponctuels, des gens... C'est très rare, la ponctualité en Algérie. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Ça existe. Et donc, les gens commencent à élever ce niveau-là, et je pense que c'est très bien. C'est quelque chose qui... On va de l'avant. Oui, peut-être à échelle réduite. Mais on va de l'avant. Mais on va de l'avant. Ça avance. Ouais, les gens ne le voient pas, mais nous qui travaillons à l'intérieur, l'entreprise, on le ressent. D'accord. Nous qui qu'on internalisait tout. Aujourd'hui, on sous-traite. Ça veut dire qu'il commence à y avoir de la qualité. De la qualité, c'est important. C'est important. Non, bien sûr, heureusement, sinon on ne serait pas là, on serait tous partis. On aurait tout vendu, on serait partis. Ou la gagne de la même entreprise. Non, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du niveau, il ne faut pas... Attention, là, sincèrement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont beaucoup développées et qui ont ouvert leur mindset et qui ont accepté le fait qu'ils ne pouvaient pas gérer seuls et qu'ils ne pouvaient pas gérer comme une entreprise familiale, qu'ils ne pouvaient pas... Et donc, on voit beaucoup d'entreprises dans ce sens qui ont vraiment émergé. Et c'est elles qui réussissent, je pense. Bien sûr. Mieux que les... Tout à fait. Il faut accepter de déléguer. Déjà, il faut déléguer. Là, on a beaucoup de mal à déléguer. Il faut le faire.
C'est compliqué. Il faut déléguer. Mais vous devez, vous ne pouvez pas. Tu sais que même à notre niveau, là, c'est très compliqué de déléguer. Même les petites entreprises, les mono-entreprises, les mono-personnes, entreprises à mono-personnes. Mais vous êtes obligé de le faire. Ouais. Et quitte à changer la personne jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne. Même si vous devez ramener 10 personnes. Oui, mais vous devez le faire. Vous devez apprendre à déléguer. Quelqu'un qui ne délègue pas finira par mourir. Parce que vous ne pouvez pas tenir le rythme sur une longue... On fait pas un sprint, on fait un marathon. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Notre vie, ce n'est pas un sprint. Ce n'est Exactement. pas un 100 mètres qu'on va courir. C'est un marathon. Mais par exemple, un photographe qui lit le boulot, c'est lui. Oui. C'est sa marque. Il doit apprendre à quelqu'un d'autre à faire la photo, quitte à ce que demain, aide la personne Ou sa propre boîte. À des concurrents, à des collègues. C'est le risque. C'est le risque. Mais vous devez le prendre. Nous, on le forme. On a beaucoup de personnes qui partent ailleurs, qui partent à l'étranger. Ça nous fait mal quand la personne part à l'étranger. On ne lui dit pas non. Ça nous fait plus mal quand la personne part à l'étranger que si elle part en Algérie chez un concurrent. Oui. On se dit, il est là, il part à l'étranger, ça nous fait mal. J'imagine. Ça nous fait mal. On a eu, 2023, vraiment beaucoup de personnes qui sont parties au Canada, en France. Oui, direct, direct. Ah oui, LinkedIn, voilà, ils cherchent le profil qu'ils cherchent, ils tombent sur la personne, ils voient, ils discutent avec elle. C'est bon. Allez, venez, on vous prend tel salaire, tel endroit. Donc vous avez eu des cas, mais le Canada ou là, le français recruté comme l'entreprise direct. Directement. Oui, on l'a eu. Beaucoup. Ah oui. Ça existe. On leur dit bonne chance, on va pas. Bien sûr. Mais n'empêche, ça nous fait mal. J'imagine. Ambassadeur. Elle part à la pêche, Misaïdo. Bien sûr. Misaïdo, littéralement. Le métier, c'est de trouver le profil. Quitte à les ramener. Des chasseurs de tête. Headhunter. Les chasseurs de tête. Oui, mais ils cherchent des profils. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est développement. Surtout le développement. Ça explose. Ça explose. Les développeurs aujourd'hui, chez nous, ça va devenir de plus en plus cher. C'est ça. Hakim, merci. C'est moi. Merci beaucoup j'espère qu'on a avoir été notre premier invité. Et j'espère qu'on te reverra déjà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.